Mon père a brûlé mes affaires pour me punir. J'ai regardé la fumée en silence. 6 ans plus tard, je l'ai appelé « Vérifie ton courrier ». C'était une photo de moi devant sa maison, celle que je viens d'acheter aux enchères. Voici ce qui arrive quand on me désobéit, déclara mon père, debout au-dessus d'un feu qu'il venait d'allumer avec tout ce que je possédais, tout en tenant un tuyau d'arrosage pour protéger sa pelouse. Mes vêtements, mes carnets de croquis, la courte pointe faite main de ma grand-mère, 3 hivers de ses coutures, disparus en 4 minutes. J'avais 17 ans. J'ai regardé la fumée monter et n'ai rien dit. 6 ans plus tard, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. J'ai dit 2 mots. Ce qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres ce soir-là a tout changé, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Je m'appelle Bérénice. J'ai 23 ans. Laissez-moi vous ramener à Dayton, Ohio. L'automne où j'ai eu 17 ans. La semaine où mon père a trouvé ma candidature pour l'université. La maison au 4892, impasse des Tilleuls, était un plein pied de 3 chambres sur un terrain d'1 quart d'acre dans une banlieue où tous les 2 boîtes aux lettres arboraient un autocollant de drapeau américain et où chaque allée contenait au moins un pick-up. Mon père, Gérald Thornton, avait lui-même refait la toiture, coulé la terrasse en béton et boulonné une plaque de numéro de maison en laiton à côté de la porte d'entrée qu'il polissait chaque printemps comme s'il s'agissait d'une médaille gagnée au combat. Pour lui, cette maison n'était pas un abri. C'était une preuve. La preuve qu'il avait accompli quelque chose. La preuve qu'il était quelqu'un. La preuve qu'il était aux commandes. Et à l'intérieur, il l'était. Le dîner était à 6 heures précises. Je cuisinais. Je faisais la vaisselle. Mon frère aîné, Gaëtan, s'asseyait à table, mangeait et me laissait son assiette sans un mot, car c'était ainsi que fonctionnaient les choses dans notre maison. Gérald s'asseyait en bout de table, la télécommande à la main. La télévision ne jouait que ce qu'il choisissait. Et si le repas était en retard ou si le poulet était sec, le silence à cette table se transformait en quelque chose de lourd, quelque chose qui pesait sur vos épaules jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avaler. Gérald gardait tous les documents importants enfermés dans un classeur en acier dans le garage, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, mes dossiers de vaccination. Je n'avais jamais tenu ma propre pièce d'identité. Lorsque j'ai un jour demandé mon numéro de sécurité sociale, j'en avais besoin pour postuler à un emploi à temps partiel au café de la route 48. Il a recopié 9 chiffres sur un pense-bête, m'a regardé les mémoriser, puis a repris la note. Dans le salon se trouvait son fauteuil inclinable de type Lazy Boy, en cuir couleur sang de bœuf, craquelé aux accoudoirs. Personne ne s'y asseyait, personne ne le touchait. Il faisait face à la télévision comme un trône faisant face à une cour. Et chaque soir, Gérald s'y laissait tomber avec l'autorité d'un homme qui croyait que toute la maison orbitait autour de son confort. C'était le cas. Mon frère Gaëtan avait 22 ans quand j'en avais 17. Gérald avait payé ses frais de scolarité au Community College, 1 an et demi de cours que Gaëtan avait en grande partie séché avant d'abandonner sans une seule leçon de gratitude. Maintenant, Gérald préparait des plans pour installer Gaëtan dans son propre garage automobile. Père et fils passaient leur week-end à évaluer les prix des ponts élévateurs hydrauliques et des criques de sol, de la même manière que certaines familles planifiaient des vacances. J'ai été classé dans le top 10 de ma promotion. Mon professeur d'art, Madame ROR, a épinglé un de mes portraits au fusain dans la vitrine du couloir d'entrée. Mes résultats en maths étaient suffisamment élevés pour que la conseillère d'orientation m'imprime une liste d'universités et me la glisse sur son bureau avec un regard plein d'espoir. J'ai ramené cette liste pliée à la maison à l'intérieur de mon manuel scolaire. Après le dîner, les assiettes débarrassées, je les posais sur la table devant Gérald. Il ne l'a pas ramassée. L'université, dit-il, pas comme une question. Pourquoi faire ? Commerce, dis-je. Ou comptabilité. Il se pencha en arrière. Une fille va à l'université, obtient un diplôme, puis se marie, et le diplôme reste dans un tiroir. Tu veux devoir 50 000 $ pour un morceau de papier dans un tiroir ? Patricia, ma mère, se tenait près de l'évier, ses mains suspendues au-dessus d'un plat. Elle ne se retourna pas. Je pourrais obtenir une aide financière, dis-je. Tu pourrais trouver un travail et contribuer à ce foyer, comme tu es censé le faire, dit-il. Je travaillais déjà les week-ends au café de la route 48. 8,75 € de l'heure. Chaque euro était versé directement sur un compte que Gérald avait ouvert à nos deux noms.
Je n'ai jamais vu un relevé bancaire. Je n'avais pas de carte de distributeur. Mon travail entrait, et Gérald décidait de ce qui en sortait. L'avenir de Gaëtan était un investissement. Le mien était une dépense. Mais tous les mardis et jeudis après l'école, je restais à la bibliothèque. Gérald pensait que je rangeais des livres pour obtenir des crédits de bénévolat. Ce n'était pas le cas. Quand j'avais 14 ans, Gérald avait claqué sa paume sur la table du dîner si fort que les verres d'eau avaient tressailli. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait. Probablement parler sans qu'on m'y autorise, probablement respirer trop fort, probablement exister d'une manière qui lui rappelait qu'il n'était pas la seule personne dans la pièce. Il s'était penché sur la table et m'avait crié dessus à 3 centimètres de mon visage jusqu'à ce que sa salive touche ma joue. Le lendemain matin, j'en avais parlé à mon conseiller scolaire. Une femme des services de protection de l'enfance avait frappé à notre porte 4 jours plus tard. Elle portait un badge et un sourire patient. Elle avait regardé autour de la maison au propre, réfrigérateur plein, pas de bleu, avait pris des notes, posé des questions. Gérald avait été calme et poli pendant toute la visite. Le genre de calme et de politesse d'un homme qui sait ce qui est en jeu. Rien n'en était ressorti, mais Gérald n'avait jamais oublié. À partir de ce jour, je suis devenu la fille qui avait appelé la police contre son propre père. Gérald s'était assuré que tous les oncles, tantes et cousins le sachent. Les dîners de Thanksgiving, les brunchs de Pâques, les barbecues du 4 juillet, il glissait l'histoire dans la conversation comme un homme qui gratte une plaie. Beth ici a déjà amené les services sociaux chez nous. 14 ans. Vous imaginez? Je lui donnais un toit au-dessus de la tête et elle me remerciait avec une assistante sociale dans mon salon. Les parents ont cessé de m'appeler. Les invitations se sont raréfiées. Je suis devenue celle qui posait problème, l'exemple édifiant de ce qui arrive quand une fille ne connaît pas sa place. Et chaque fois que je résistais à quelque chose au couvre-feu, tâches ménagères, l'argent que Gérald prenait, il avait une phrase qui terminait chaque dispute, « Tu veux rappeler la police ? Vas-y, vois qui te croira cette fois. » Un soir, juste tous les deux dans la cuisine, ma mère avait murmuré, « Ne le provoque pas, Beth. » Ses mains tremblaient autour d'une tasse de café. Elle ne le défendait pas. Elle lui survivait. Et quelque part dans son arithmétique de la peur, me garder silencieux signifiait nous garder toutes les deux intactes. Sur le mur du salon était accroché un portrait de famille encadré, Gérald, Patricia, Gaëtan souriant, pris dans un studio Gilles C. Peiné. Je n'y étais pas. Gérald avait dit aux proches que j'étais occupé ce jour-là. La vérité était plus simple. Il ne m'avait jamais demandé de venir. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est morte le printemps de mes 15 ans. Cancer des ovaires, diagnostiqué tardivement. Elle avait passé ses 2 derniers mois à la maison dans un fauteuil inclinable qui ne ressemblait en rien à celui de Gérald, entouré de paniers de tissus et d'une machine à coudre qui ronronnait tard dans la nuit. La courte pointe qu'elle m'a laissée était un patchwork de chutes de coton provenant de vêtements que nous avions portés toutes les deux, une manche de ma chemise de sortie scolaire de 4e année, l'ourlet de la robe qu'elle portait à ma remise de diplôme de maternelle. Des morceaux de vieilles chemises de nuit en flanelle et de blouses données en héritage, superposés et cousus pour créer quelque chose qui contenait la chaleur comme seules les choses faites main peuvent le faire. Elle avait glissé des sachets de lavande dans les coutures. 2 ans après sa mort, je pouvais encore les sentir. Chaque nuit, je tirais cette courte pointe jusqu'à mon menton et me sentais pendant 10 secondes comme si j'appartenais à quelqu'un qui était heureux que j'existe. Ma grand-mère était la seule adulte à m'avoir dit clairement, « Tu es douée en maths, Bérénice. Tu dois aller à l'école. Promets-le-moi. » Et j'avais promis. Alors, ces mardis et jeudis après-midi à la bibliothèque scolaire, je ne faisais pas de bénévolat. J'étais assise devant un ordinateur public en train de consulter la page d'inscription du Sinclair Community College et de remplir une candidature champ par champ, en sauvegardant ma progression, en effaçant l'historique du navigateur avant de me déconnecter. J'utilisais l'adresse de l'école pour la correspondance. J'ai listé Madame Roer comme référence. J'ai écrit mon essai personnel sur la courte pointe, sur quelqu'un qui construit quelque chose de beau à partir de chutes, sur la patience comme forme d'amour. Je n'en ai parlé à personne. Ce que j'ignorais, c'est que Gérald avait mis en place des notifications parentales sur le système réseau de l'école, quelque chose qu'il avait exigé après la visite des services sociaux, sous prétexte de suivre mon utilisation d'Internet. Chaque semaine, le système signalait les catégories d'activités et envoyait un résumé par courriel aux parents enregistrés.
La semaine où j'ai accédé aux ressources de candidature universitaire 4 fois, Gérald a reçu une alerte. Je suis rentré un jeudi soir et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant d'atteindre la cuisine. La télévision était éteinte. Gérald était assis dans son fauteuil inclinable, mais il n'était pas incliné. Il était droit, les 2 pieds à plat sur le tapis, les mains posées sur les accoudoirs comme un homme sur le point de rendre un verdict. La maison était silencieuse d'une manière que le silence ne devrait pas être chargé, pressuré, le genre de calme qui fait vibrer vos tympans. « Assieds-toi » dit-il. Je me suis assise sur le canapé en face de lui. Mon sac à dos était toujours sur moi. Je pouvais sentir la fermeture éclair appuyée contre ma colonne vertébrale. « J'ai reçu un courriel de l'école » dit-il. Sa voix était basse et régulière, ce qui était pire que de crier. Crier signifiait que la tempête était déjà arrivée. Cette voix signifiait qu'elle était encore en train de se former. Ressources pour la candidature universitaire, 4 visites cette semaine. Tu veux expliquer ça? J'allais répondre j'étudiais en cachette, mais il m'a coupé sans hausser le ton. Tu t'es assise dans cette bibliothèque et tu as postulé à l'université derrière mon dos. Après que je t'ai dit non, après que je t'ai expliqué pourquoi. Je voulais juste voir si j'en étais capable. Tu as fait ça en cachette, comme tu l'as fait quand tu avais 14 ans. Il a laissé tomber la référence aux services sociaux. Ça tombait toujours juste. Tu appelles les autorités contre ton propre père. Tu passes derrière mon dos pour faire la seule chose que je t'ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre. Même schéma. Menteuse. Sournoise. Patricia se tenait près de l'évier de la cuisine. Je pouvais entendre le robinet couler, bien qu'elle ait cessé de faire la vaisselle. Ses mains étaient immobiles dans l'eau. Gérald se leva. Le fauteuil inclinable bascula une fois derrière lui. Il se dirigea vers le garage. J'ai entendu le classeur s'ouvrir, le tintement des clés. Quand il est revenu, il tenait un grand sac poubelle noir et son trousseau de clés de maison. Il me regarda et dit un mot, dehors. Il est d'abord allé dans ma chambre. Je l'ai suivi à l'étage parce que je ne savais que faire d'autre, parce que mon corps n'avait pas encore assimilé que ce qui se passait était réel. Gérald ouvrit brutalement mon placard et commença à en sortir des chemises, des jeans, le manteau d'hiver d'occasion que j'avais acheté d'occasion avec mes propres pourboires. Il les jeta dans le sac poubelle comme un homme ramasse les feuilles en automne. Mécanique, méticuleux, sans hésitation. Mes carnets de croquis sont venus ensuite. 3 ans de portraits au fusain, de nature morte, le dessin que Madame Héroer avait exposé dans le couloir de l'école. Il les plia en 2 pour qu'ils rentrent. Puis les livres, Algèbre 2, Français AP, une copie d'occasion de Orgueil et Préjugés que j'avais trouvé à une brocante pour 50 centimes. Gaëtan se tenait dans le couloir, les bras croisés, appuyé contre le chambranle de la porte. Il regardait comme on regarde un accident de voiture, fasciné, distant. Il n'a pas dit un mot, n'a pas tendu la main, n'a pas avancé. Il a simplement observé la vie de sa sœur être poussée dans un sac poubelle. Puis il regarda son téléphone. Ma mère apparut derrière Gaëtan. Son visage était blanc. « Gérald, s'il te plaît, ferme-la » dit-elle sans se retourner, « ou la tienne sera la prochaine. » Patricia recula. Elle se plaqua contre le mur du couloir et resta là, une main couvrant ses lèvres. Gérald arracha la courte pointe de mon lit. Quelque chose d'électrique me traversa la poitrine. « Pas ça » dis-je. Ma voix se brisa pour la première et la dernière fois. « S'il te plaît, c'est de mamie. » Il tint la courte pointe en boule dans ses 2 mains et me regarda comme un homme regarde quelque chose avec lequel il s'apprête à prouver un point. « Ta grand-mère t'a gâté » dit-il. « Regarde où ça nous a menés. » Il porta tout en bas, à travers la cuisine, dehors par la porte de derrière. Je le suivis, et quand je vis le baril de métal, déjà debout au centre de la cour où le vieux fut en acier qu'il utilisait pour les broussailles au printemps oppositionné et attendant, j'ai compris. Il avait planifié cela. Le baril était déjà là. Gérald renversa le sac poubelle dans le baril. Mes vêtements, mes livres, mes carnets de croquis, ils tombèrent dedans comme si ce n'était rien. Il attrapa la bouteille en plastique d'essence à tartiner sur la table de la terrasse. Il l'avait aussi préparée. Il aspergea tout. L'odeur chimique traversa l'air d'octobre. Puis il sortit un long briquet de sa poche de chemise,
cliqua une fois et approcha la flamme du bord d'une chemise en coton. Le feu prit vite. Je me tenais à 2 mètres et regardais 17 ans de possession se recroqueviller et noircir à l'intérieur d'un fût en acier dans le jardin de mon père. Des pages de croquis réduites en cendres. Le tissu se rétracta et se fendit. L'essence fit monter les flammes assez haut pour que je sente la chaleur sur mes avant-bras. Puis il jeta la courte pointe dedans. Le coton patchwork, les carrés soigneux de ma grand-mère, les sachets de lavande, la flanelle douce des chemises de nuit que j'avais portées à 7, 10 et 12 ans, prirent feu sur un coin et se propagèrent vers l'intérieur. Les couleurs se resserrèrent, puis disparurent. Le tout fut parti en moins de 4 minutes. Gérald tenait le tuyau d'arrosage dans son autre main. Pas pour mes affaires, mais pour sa pelouse, au cas où les étincelles dériveraient. À côté, j'ai vu Madame Rude Delano debout sur son porche arrière. Elle avait 70 ans, des cheveux blancs, les 2 mains sur la bouche. Elle regardait à travers la clôture grillagée, et elle ne détourna pas le regard. Gérald se tourna vers moi. Il éleva la voix, pas pour moi, mais pour le voisinage. Voici ce qui arrive quand on me désobéit. J'ai fixé la fumée. Elle s'élevait en une fine ligne grise au-dessus des toits et s'évanouissait dans un ciel trop bleu pour s'en soucier. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais déjà dit mon dernier mot dans cette maison. Il pensait m'enseigner une leçon. Il avait raison, mais pas celle qu'il voulait. Cette nuit-là, je me suis allongé sur un matelas nu dans une pièce qui sentait l'essence et le regret. Pas de courte pointe, pas de carnet de croquis sur le bureau, pas de manteau d'hiver dans le placard. Gérald avait fermé la porte d'entrée à 21h, comme il le faisait toujours. Le verrou qu'il avait installé lui-même avait une clé des 2 côtés, pour que personne ne sorte sans sa permission. Vers 23h, la porte de ma chambre s'ouvrit. Pas de coup, pas de lumière. Patricia se glissa et s'assit sur le bord du matelas. Elle ne parla pas tout de suite. Je pouvais entendre sa respiration. Peu profonde, prudente, comme on respire quand on essaie de ne pas exister trop bruyamment dans une maison qui punit le son. Elle me glissa une enveloppe blanche dans la main. Je l'ouvris à la lueur du lampadaire à travers les stores. À l'intérieur, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, et un mince pli de billets. 340 € en billets de 20 et 10. De l'argent qu'elle avait subtilisé des budgets d'épicerie au fil des mois, peut-être des années, le cachant dans des endroits où Gérald ne chercherait jamais parce que Gérald ne faisait jamais les courses. Va-t'en, murmura-t-elle. Ne reviens pas. Je suis désolé, bête. Elle serra ma main une fois, puis se leva et quitta ma chambre, refermant la porte sans se retourner, car si elle se retournait, elle pleurerait. Et si Gérald entendait ses pleurs, l'enveloppe disparaîtrait dans le classeur, et cette étroite fenêtre se refermerait à jamais. J'ai attendu 15 minutes. Puis j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, rez-de-chaussée, Dieu merci, j'ai passé mes jambes par-dessus le rebord et j'ai sauté d'1 mètre dans le jardin latéral. Je portais un jean, un t-shirt et des baskets. Rien de plus. J'ai marché jusqu'à la maison de Madame Delano. 3 minutes. La lumière du porche était allumée. J'ai frappé 2 fois. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage et m'a fait entrer sans poser une seule question. J'ai quitté le 4892, impasse des Tilleuls, avec 340 € et une enveloppe blanche. Je ne savais pas que 6 ans plus tard, je me tiendrais devant cette même maison, tenant un acte de propriété à mon nom. Gérald a découvert mon départ à 6h15 le lendemain matin, quand personne n'était dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il n'est pas allé me chercher. Au lieu de cela, il a décroché le téléphone et a commencé à appeler la famille, tante, oncle, cousin, tout le réseau des Tortons et même la famille de Patricia, et a livré une version des événements si bien huilée que l'on aurait dit qu'il l'avait répétée. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit, sans mots, sans explication. Après tout ce que j'ai fait, le toit, la nourriture, les vêtements, certains enfants sont juste nés ingrats. Vous vous souvenez de l'histoire des services sociaux? La même fille, même schéma. Le récit a pris racine immédiatement parce que Gérald avait passé 3 ans à fertiliser le sol. Les proches qui m'avaient déjà classé comme difficile m'ont maintenant élevé au rang de cause perdue. Personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé le point de vue de Patricia. Personne n'a fait de voiture pour chercher une jeune fille de 17 ans qui avait quitté la maison en octobre sans manteau. Dans l'après-midi,
Gérald avait vidé ma chambre. Madame Delano, regardant par la fenêtre de sa cuisine, m'a dit plus tard qu'elle l'avait vu sortir une étagère, un petit bureau et un lampadaire. Moins de 48 heures plus tard, la pièce abritait un banc de musculation, un miroir sur pied et des tapis de sol en caoutchouc. La nouvelle salle de sport de Gaëtan, 17 ans de mon existence, repeint en un week-end. Gérald avait également appelé l'école, leur disant que j'avais été transféré chez des proches. Le secrétaire a enregistré l'information sans suivi. Ma conseillère d'orientation, celle qui avait imprimé cette liste d'universités, n'a jamais eu l'occasion de demander où j'étais parti. Madame Delano m'a fait m'asseoir à sa table de cuisine ce premier matin, m'a poussé une assiette d'œufs brouillés et m'a dit « Mange d'abord, puis nous verrons ce qui se passe ensuite ». Elle a tiré un annuaire téléphonique d'un tiroir et a trouvé le numéro du foyer de la jeunesse du comté de Montgomery. Elle m'y a conduite elle-même dans sa Buick, et elle n'a pleuré qu'après avoir quitté le trottoir. Ce foyer est devenu mon adresse, un lit superposé, des lumières fluorescentes, un couvre-feu à 22 heures, et 3 autres filles qui portaient chacune leur version de la même histoire. Le foyer sentait le produit de nettoyage industriel et le pop-corn au micro-ondes. Les matelas étaient en vinyle. Les douches coulaient tièdes pendant exactement 7 minutes avant que la minuterie ne les coupe. Je partageais une chambre avec 3 autres filles, Danielle, qui dormait dans ses chaussures, Mackenzie, qui parlait dans son sommeil de quelqu'un nommé Kyle, et une fille que tout le monde appelait Birdie, qui ne nous a jamais dit son vrai nom et est partie après 2 semaines sans dire au revoir. Un travailleur social nommé Monsieur Foss m'a aidé à ouvrir un compte bancaire à mon propre nom pour la première fois de ma vie. Je me suis assise en face d'un caissier dans une succursale de la banque Chase et j'ai fait glisser mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale sur le comptoir. Les mêmes documents que Patricia m'avait glissés dans la main dans le noir. Et quand le caissier a demandé un dépôt, j'ai mis 200 € des 340 de Gérald et j'ai gardé le reste en espèces pour le bus et la nourriture. Monsieur Foss m'a également aidé à m'inscrire à la préparation au GED, car j'avais été retiré de l'école avant de terminer ma première année d'université, équivalent du junior year américain. Et il m'a inscrite à l'aide sociale, Medicaid, ce qui signifiait que je pouvais obtenir une ordonnance pour l'inhalateur dont j'avais besoin depuis l'enfance, mais que Gérald ne faisait jamais remplir régulièrement parce qu'il considérait l'asthme comme un problème de mentalité. J'ai trouvé un travail dans la semaine. Caissière dans une supérette de station-service sur la 3e rue. Quart de nuit, 9,50 € de l'heure. Je me tenais derrière une cloison par balle et je scannais des boissons énergisantes et des billets de loterie de 22 h à 6 h du matin, puis je rentrais au foyer à la lumière grise de l'aube. Je gardais l'enveloppe de Patricia dans la poche intérieure de ma veste en permanence, pas pour l'argent qui était presque dépensé mais pour la preuve qu'elle avait essayé, qu'elle m'avait aimé de la seule manière que la maison de Gérald permettait. La première chose que j'ai achetée avec mon propre salaire a été une paire de baskets du rayon liquidation chez Walmart. 12 €, blanches avec une bande bleue. Je les ai lacées sur le parking et je me suis tenu sur l'asphalte, sentant pour la première fois depuis des mois que je me tenais sur un terrain qui m'appartenait réellement. Avez-vous déjà eu un moment comme celui-là, où quelque chose de petit, de bon marché, vous a fait sentir que vous étiez enfin autorisé à exister? J'avais l'habitude de m'allonger sur ce lit superposé au foyer et de me demander, pourquoi vouloir une éducation compte-t-il comme désobéissance? Pourquoi l'ambition est-elle une trahison? Si vous avez grandi dans une maison où vos rêves étaient traités comme un manque de respect, vous savez exactement ce que je veux dire. Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. J'ai réussi mon GED 4 mois plus tard, avec un score dans le 92e centile en maths. Ma grand-mère aurait été fière. À 18 ans, je me suis inscrite au Sinclair Community College, la même école pour laquelle je postulais secrètement lorsque Gérald m'a découverte. L'ironie me pesait dans la poitrine comme une pierre. L'aide financière couvrait la majeure partie des frais de scolarité. Mes salaires de la supérette couvraient le reste, à peine. J'ai quitté le foyer pour un appartement partagé avec 2 autres étudiantes, une chambre que nous partagions à 3, dormant à tour de rôle parce que l'une d'entre nous avait toujours un cours du soir. J'ai choisi administration des affaires parce que ma grand-mère m'avait dit que j'étais doué en maths, et parce que je comprenais, d'une manière que je ne pouvais pas encore articuler, que l'argent était l'architecture sous tout ce que Gérald avait construit. Et tout ce qu'il avait utilisé contre moi. Si je voulais cesser d'être contrôlé, je devais comprendre la machinerie du contrôle. 300 km d'autoroute et un indicatif régional différent me séparaient de l'impasse des Tilleuls. Mais Dayton a le don de vous rattraper par les rumeurs.
Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un message sur Facebook, « Ton père a fait un prêt sur la maison. Quelque chose à propos du garage de Gaëtan. » Je l'ai vérifié. Registre public, bureau d'enregistrement du comté de Montgomery. Gérald avait contracté une ligne de crédit immobilier, 85 000 €, garantie par le 4892, impasse des Tilleuls. Les fonds ont été déboursés le même mois où une nouvelle entité commerciale s'est enregistrée auprès de l'État, Thornton et Fils Réparation Automobile SARL. Et fils, pas et fille, pas et famille. Un après-midi, ma ligne de bus pour le campus passait par la bande commerciale de l'avenue Linan. Et là, c'était une enseigne fraîchement peinte avec un fond bleu et des lettres jaunes en bloc, Thornton et Fils Auto, montée sur un bâtiment que Gérald avait loué avec l'argent emprunté sur la seule chose de valeur qu'il possédait. 85 000 € pour le rêve de son fils. 340 €, c'était ce que ma mère avait pu rassembler pour le mien. L'année où j'ai eu 20 ans, j'ai failli abandonner. Je travaillais à 2 emplois, la supérette et un service de ménage le week-end dans un hôtel Comfort Inn près de Pine 75, tout en suivant 15 crédits au Saint-Clair. Mon réveil sonnait à 5h30 tous les matins, et certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir avant 1h du matin. Je mangeais des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes, et les restes de petits déjeuners continentaux gratuits que l'hôtel laissait le personnel emporter dans des boîtes en polystyrène. J'ai presque échoué en comptabilité 201, non pas parce que je ne comprenais pas les débits et les crédits, mais parce que je me suis endormi pendant l'examen de mi-session et je me suis réellement endormi, stylo à la main. Visage sur le bureau et je me suis réveillé avec 20 minutes restantes et un examen à moitié vierge. Et puis, il y eut le message d'un cousin, une capture d'écran de quelque chose que Gérald avait publié sur Facebook. Je ne l'avais pas comme ami, mais le réseau familial est poreux dans les petites villes de l'Ohio. La publication de Gérald disait, « Triste de dire que ma fille a choisi la rue plutôt que la famille. J'ai fait de mon mieux. Certaines personnes ne veulent pas être aidées. Priez pour elles. » En dessous, 11 commentaires, des proches exprimant leur sympathie pour Gérald. Une tante a écrit, « Tu as fait tout ce que tu pouvais, jure. Elle apprendra à ses dépens. » Personne ne m'a demandé. Personne n'a interrogé Patricia sur mon côté de l'histoire. Personne n'est allé chercher une fille de 17 ans qui était partie de la maison en octobre sans manteau. Ce soir-là, après mon service de ménage, je me suis assise dans le bus à 23h, le front contre la vitre froide, et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'incendie. Pas fort, pas dramatique, juste des larmes coulant dans le col d'un polo d'uniforme qui sentait l'eau de Javel et la chambre d'hôtel de quelqu'un d'autre. Pendant environ 10 minutes, je me suis demandé si Gérald avait raison, si je perdais mon temps, si le monde n'était qu'une série de pièces contrôlées par des hommes comme lui, et que je ne trouverais jamais une pièce qui serait la mienne. Puis je me suis souvenu des mains de ma grand-mère, de la courte pointe, des coutures, 3 hivers de patience. Tu es douée en maths, Bérénice. Tu dois aller à l'école. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Je suis descendu à mon arrêt. J'ai marché jusqu'à la maison. Et le lendemain matin, j'ai repassé l'examen et je l'ai réussi. J'ai terminé mon diplôme d'associé, le semestre où j'ai eu 21 ans. Pas avec mention, pas avec fanfare, juste un diplôme dans un dossier cartonné et la connaissance tranquille que personne ne m'avait donné un seul crédit. Le diplôme m'a mené à un emploi dans une compagnie de titres appelée Howell & Dean, sur la 5e rue. Poste de débutant, 15 € de l'heure. Mon travail consistait à organiser les documents de clôture, vérifier les registres de propriété et traiter les recherches de titres, la paperasse peu glamour derrière chaque transaction immobilière dans la grande région de Dayton. Des piles d'actes, de mainlevés de privilèges, d'attributions d'hypothèques et de dossiers de saisie immobilière passaient entre mes mains tous les jours. J'ai appris à les lire comme un mécanicien lit les codes moteurs, rapidement, précisément, à la recherche de ce qui n'allait pas. Le bureau était petit, 4 bureaux, une photocopieuse qui se coinçait 2 fois par semaine, des lumières fluorescentes qui bourdonnaient à une fréquence que seul moi semblais entendre. Mais c'était à moi, mon bureau, mon nom sur la boîte aux lettres, mes chèques de paie déposés sur un compte que personne d'autre ne pouvait toucher. Linda Marsh était une courtière qui travaillait dans le bureau d'à côté. Elle avait 45 ans, les cheveux argentés épinglés en un chignon bas, et elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne qu'elle balançait comme un lasso quand elle réfléchissait. Elle a commencé à me remarquer parce que j'étais toujours la dernière dans le bâtiment. Un soir, elle s'est penchée dans l'embrasure de la porte et a dit, « Tu es encore là. » « J'aime lire les dossiers, répondis-je, ce qui était vrai.
Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Tu es plus intelligente que la moitié des agents que j'ai embauchés. Pourquoi n'es-tu pas brevetée? Je travaille dessus, dis-je, ce qui n'était pas vrai à ce moment-là, mais est devenu vrai dès qu'elle l'a dit. Linda a commencé à me coacher autour d'un café, d'un déjeuner, au-dessus de piles d'analyses de comparables. Elle m'a appris à lire un quartier, à calculer les capitaux propres, à repérer une propriété en difficulté avant qu'elle n'atteigne les marches du palais de justice. Dans l'immobilier, m'a-t-elle dit un jour, le papier est le pouvoir. Celui qui détient l'acte détient la vérité. J'ai écrit cela sur un pense-bête et je l'ai mis sur mon bureau. Il y est resté pendant 2 ans. J'ai réussi l'examen de licence immobilière de l'Ohio du premier coup, 3 semaines après mon 22e anniversaire. Linda m'a embauché comme agente junior dans son agence l'après-midi même. Je gagnais des commissions maintenant. Pas beaucoup au début, mais assez pour que je déménage dans un studio où je n'avais plus à dormir en décalage. Et assez pour que je commence à mettre de l'argent sur un compte d'épargne que je vérifiais tous les dimanches matins avec un sentiment proche de l'incrédulité. Pendant ce temps, 600 km de travail acharné me séparaient du 4892, impasse des Tilleuls. Mais les registres publics ne se soucient pas de la distance. Grâce à ma compagnie de titres, j'avais accès aux mêmes bases de données de comté que j'utilisais tous les jours chez Howell et Dean. Je ne cherchais pas Gérald. Je n'en avais pas besoin. Quand on travaille dans l'immobilier dans le comté de Montgomery, les informations sur chaque propriété, chaque privilège, chaque défaut de paiement, chaque transfert afflue sur votre bureau comme l'eau. Vous n'avez pas à chercher. Ça vous trouve. Et ce que ça me disait, c'était ceci, Thornton et Fils Auto perdaient de l'argent. Gaëtan avait embauché trop de monde, dépensé trop pour une rénovation que personne n'avait demandé, et retirait des fonds du compte de l'entreprise pour des dépenses personnelles, un leasing pour une Dodge chargée, des week-ends à Puynes-Bay avec sa petite amie. Le garage était ouvert depuis moins de 2 ans et fonctionnait déjà à perte. Gérald, au lieu de confronter son enfant d'or, a doublé la mise. Il a contracté un refinancement à retrait de fonds sur la maison, regroupant l'hypothèque originale et la ligne de crédit immobilier en un seul nouveau prêt qui a porté sa dette totale sur le 4892, impasse des Tilleuls au-delà de ce que la maison valait. Sur le papier, il était sous l'eau. Dans son esprit, il sauvait l'héritage familial. Un soir, en rentrant d'une visite, j'ai dépassé la bande commerciale de l'avenue Linan. L'enseigne de Thornton et Fils Auto brillait toujours, mais 2 de ses ampoules LED étaient grillées. Le T et le O étaient noirs. L'enseigne affichait désormais HR non et Son AUO. C'était le genre de détail qu'un romancier inventerait, mais c'était réel, et je l'ai vu, et j'ai continué mon chemin. L'appel téléphonique est arrivé un dimanche matin, 6 mois avant que tout ne change. Je ne reconnaissais pas le numéro. J'ai failli ne pas répondre. J'étais en train de revoir les comparables pour un rendez-vous de listing. Mais quelque chose m'a fait glisser. Bête. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère depuis 4 ans. Elle était plus mince que je ne m'en souvenais, tendue comme un fil portant trop de courant. Maman, je t'appelle du téléphone de Ruth. Madame Delano. Bien sûr, Patricia n'avait pas de téléphone que Gérald ne pouvait pas vérifier. Ruth m'a donné ton numéro il y a longtemps. Je ne savais juste pas si tu décrocherais. J'ai décroché. Silence. Puis. Ton père est soumis à beaucoup de stress, bête. Le garage ne va pas bien. Il boit plus. Gaëtan ne vient plus beaucoup. Elle ne me demandait pas d'argent. Elle ne me demandait pas de revenir. Elle parlait, c'est tout. Comme quelqu'un qui a retenu sa respiration dans une pièce hermétique et que quelqu'un ouvre enfin une fenêtre. Est-ce que tu vas bien, maman? Une pause. Je suis pareil. Ce qui voulait dire, non. Maman, tu peux partir. Tu sais, il y a des ressources. Je peux t'aider à en trouver. Je vais bien, bête. Je voulais juste entendre ta voix. Nous avons parlé encore 8 minutes. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je travaillais dans l'immobilier. Elle a dit, ta grand-mère serait si fière. Et sa voix s'est brisée. Puis elle s'est reprise. Et nous avons toutes les deux fait semblant que cela n'était pas arrivé. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le sol de mon appartement pendant 10 minutes, fixant le mur. J'ai pensé appeler Gérald.
Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé appeler Gaëtan. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé conduire jusqu'à Dayton et frapper à la porte du 4892, impasse des Tilleuls, et dire, quoi? Que dirais-je à un homme qui a brûlé mes affaires et a bien dormi cette nuit-là? Rien. Il n'y avait rien à dire. 3 mois plus tard, j'étais assise à mon bureau, faisant défiler la liste hebdomadaire des saisies immobilières publiées par le Bureau des enregistrements du comté de Montgomery, une tâche que je faisais régulièrement dans le cadre de mon travail. À la recherche d'opportunités d'investissement pour les clients de Linda. Et une adresse familière a arrêté ma main sur la souris, 4892, impasse des Tilleuls. Avis de défaut de paiement, Banque de Dayton, NA. Date d'enchère prévue dans 60 jours. J'ai lu l'adresse 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis reculé de mon bureau et j'ai fixé le plafond pendant 1 minute entière, respirant par la bouche comme un nageur remontant à la surface après avoir été trop longtemps sous l'eau. 4892, impasse des Tilleuls. Plein pied de 3 chambres. Numéro de maison en laiton. Fauteuil inclinable dans le salon. Baril de métal dans la cour arrière. L'avis de défaut signifiait que Gérald avait manqué des paiements pendant au moins 90 jours consécutifs. La banque avait déposé une demande auprès du comté. Un avis de vente suivrait, puis la maison serait mise aux enchères sur les marches du palais de justice, ouverte à tout enchérisseur muni d'un chèque de banque et d'un pouls. Gérald Thornton, l'homme qui avait bâti toute son identité autour de cette maison, qui polissait les numéros en laiton chaque printemps, qui avait refait le toit de ses propres mains, qui m'avait dit au moins 100 fois que sa maison signifiait ses règles, avait emprunté sur elle jusqu'à ce que la banque décide qu'elle n'était plus la sienne. J'ai récupéré le dossier complet. La ligne de crédit immobilier d'il y a 3 ans, 85 000 €. Le refinancement à retrait de fonds d'il y a 2 ans, 60 000 € de plus. Dette totale garantie par une maison valant peut-être 185 000 € dans le meilleur des cas. Gérald n'avait pas effectué de paiement hypothécaire depuis 6 mois. La banque avait suivi toutes les étapes requises, avis de défaut, droit de recours, avis de vente. Et Gérald n'avait rien fait. Pas de paiement, pas de négociation, pas de vente à prix réduit. Soit il ne comprenait pas la paperasse, soit il était trop fier pour demander de l'aide, soit les deux. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Je suis allé à la salle de pause, me suis versé une tasse de café et me suis tenu près de la fenêtre. Je me suis souvenu de l'incendie, de la courte pointe, de l'essence, du tuyau d'arrosage qu'il tenait pour protéger sa pelouse. Ma maison, mes règles. Pas plus, dis-je à voix haute, pour personne. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le calendrier des ventes aux enchères. J'en ai parlé à Linda avant qui que ce soit d'autre. Nous étions assises dans son bureau, une pièce d'angle avec une fenêtre donnant sur le parking d'un centre commercial, ce qui semble déprimant, mais Linda l'avait rempli de fougères en pot et de photos encadrées de ses clôtures et cela ressemblait plus à une serre qu'à un lieu de travail. J'ai besoin de tes conseils, dis-je. Pas en tant que courtière, mais en tant que personne en qui j'ai confiance. Elle posa ses lunettes de lecture. Vas-y. Il y a une propriété mise aux enchères dans le comté de Montgomery. Un plein pied de 3 chambres, un quart d'acre. Elle a besoin d'un nouveau toit et de quelques travaux de plomberie, mais la structure est solide. Le prix de marché dans ce quartier est d'environ 185 000 €. L'estimation aux enchères est probablement de 120 000 à 140 000 €. Linda pencha la tête. C'est une bonne marge. Quel est le piège? C'est la maison de mon père. Elle me regarda longuement. La fougère se balança dans l'air venant de l'évent au-dessus de nous. Puis elle posa la question que j'attendais. Est-ce une décision commerciale ou personnelle? Les deux, répondis-je. Alors, laisse-moi te demander ceci, si c'était n'importe quelle maison appartenant à n'importe quel étranger à ce niveau de prix dans ce code postal, l'achèterais-tu? J'avais déjà fait les calculs. Achat aux enchères environ 130 000 €. Frais de clôture et de titre peut-être 4 000 €. Réparations estimées au toit, chauffe-eau, un peu de plomberie à mettre à jour 15 000 à 20 000 €. Coût total autour de 155 000 €. Valeur marchande après réparation, 185 000 à 190 000 €. Plus de 30 000 € de capital dès le départ. Oui, dis-je. J'achèterai. Alors tu as déjà ta réponse. Elle fit une pause.
Mais Bérénice, assure-toi que tu achètes une maison, et non une bataille. J'achète une maison, dis-je. Si, par coïncidence, c'est aussi la maison où mon père a brûlé tout ce que je possédais, c'est son problème, pas le mien. Linda me regarda par-dessus ses lunettes, puis hocha lentement la tête, de la même manière qu'elle le faisait quand une affaire avait du sens pour elle. Je t'aiderai avec la préapprobation, dit-elle. Je ne suis pas allé chercher ça, mais je ne vais pas non plus détourner le regard. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer comme Linda me l'avait appris, de la même manière que je me préparerais pour n'importe quel bien d'investissement, avec les mêmes tableurs et la même diligence raisonnable. Car si cela devait fonctionner, cela devait être propre. J'ai fait moi-même la recherche de titres. L'acte était au nom de Gérald seul. Patricia n'était pas sur le titre. Une décision que Gérald avait prise lorsqu'ils avaient acheté la maison 24 ans auparavant, affirmant que cela simplifiait les choses. Ce que cela simplifiait réellement, c'était le contrôle. Si la maison n'était qu'à son nom, Patricia n'avait rien à dire sur ce qui lui arrivait. Elle ne pouvait pas la vendre, la refinancer, ou l'empêcher d'emprunter sur elle. Elle était une invitée dans sa propre maison, et l'avait toujours été. J'ai vérifié les privilèges, l'hypothèque originale, la ligne de crédit immobilier, le refinancement à retrait de fonds, tous garantis par la propriété, tous en défaut. J'ai confirmé la date de la vente aux enchères, le lieu et le palais de justice du comté de Montgomery et l'exigence de dépôt, un chèque de banque pour 10% de l'offre d'ouverture, due au moment de la vente. J'ai obtenu une préapprobation pour un prêt immobilier d'investissement auprès d'une caisse de crédit locale avec laquelle Linda travaillait depuis des années, combiné à mes économies et 4 ans de commission, de car à la station-service, de salaire d'employé d'hôtel. Chaque euro gagné depuis le jour où j'ai escaladé la fenêtre de ma chambre. J'avais assez pour le dépôt et un peu plus. La nuit avant la vente aux enchères, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assise sur le sol de mon appartement avec une tasse de thé et la seule photographie que je possédais encore de mon ancienne vie, un Polaroid de ma grand-mère me tenant à l'âge de 5 ans, pris lors d'un pique-nique d'église. Je riais. Elle me regardait comme si j'étais la seule chose de bien dans le cadre. J'ai remis la photo dans mon portefeuille et mis mon réveil à 6 heures. Demain, je me tiendrai sur les marches du palais de justice du comté de Montgomery et j'enchérirai sur la maison où mon père m'avait dit que je n'étais rien. Le chèque de banque dans mon sac était de 14 000 €, 10% de l'offre d'ouverture. Il représentait 6 ans de labeur, 6 ans de silence, et 6 ans à devenir quelqu'un que Gérald Thornton n'aurait jamais imaginé que je puisse être. Le palais de justice du comté de Montgomery sentait la cire à parquet et le vieux papier. La vente aux enchères avait lieu dans une salle au 2e étage. Linoléum, chaises pliantes, un podium à l'avant, et une vingtaine de personnes assises par petits groupes, la plupart étant des investisseurs ou des avocats. J'étais la seule femme de moins de 30 ans. Le commissaire-priseur a traité les propriétés dans l'ordre, un duplex sur l'avenue Wayne, un terrain vague près de Riverside, un immeuble d'appartements sur Salem avec un litige de privilège fiscal. Chacune traitée en jargon légal puis résolue en 60 secondes d'enthousiasme et d'offres monocordes. Puis l'O 7, 4892, impasse des Tilleuls, résidence unifamiliale, 3 chambres, une salle de bain et demi, terrain d'un quart d'acre, vente pour défaut de paiement, offre d'ouverture fixée par le créancier à 119 000 €. Ma poitrine se serra. J'ai gardé ma palette à plat contre ma cuisse. 2 autres enchérisseurs se sont manifestés immédiatement, un homme en polo qui ressemblait à quelqu'un qui achetait des maisons comme d'autres achètent des tickets à gratter, et une femme avec un presse-papier représentant un groupe d'investissement régional. 119 000. 122 500. L'homme au polo abandonna à 128 000. La femme au presse-papier monta à 130 000. J'ai levé ma palette. 131 000. La femme au presse-papier me regarda, puis sa feuille de calcul, puis secoua la tête. Le commissaire-priseur attendit. Silence dans la salle, comme un souffle retenu. Vendu. 131 000 €. Enchérisseur numéro 7. J'ai marché jusqu'à la table du greffier et j'ai signé. Le stylo était bon marché, un bic bleu de distribution du palais de justice, le genre qui coûte 12 centimes en gros. Mais quand j'ai écrit Bérénice Thornton sur le contrat d'achat, ma main était ferme. Le greffier a jeté un coup d'œil au nom, puis au nom sur le dépôt de faillite, Thornton et Thornton. Elle m'a regardé. J'ai regardé en retour. Elle a estampillé le document sans commentaire.
Gérald avait laissé passer toutes les occasions de sauver la maison. Chaque période de recours, chaque fenêtre de négociation, chaque chance de vendre avant que la banque ne prenne le relais. Il était trop fier pour demander de l'aide, trop têtu pour admettre que le garage avait échoué, trop convaincu que le 4892, impasse des Tilleuls serait toujours le sien parce qu'il avait décidé qu'il le serait toujours. Mais les décisions ne remplacent pas les défauts de paiement, et les défauts de paiement ne se soucient pas de la fierté. L'acte a été enregistré 17 jours plus tard au bureau des enregistrements du comté de Montgomery. J'ai récupéré la copie certifiée un mardi après-midi et je me suis assise dans ma voiture sur le parking du palais de justice, la tenant dans mes deux mains. Acte de transfert de propriété. Bénéficiaire, Bérénice Monsieur Torton. Mon nom, ma maison. Le samedi suivant, j'ai conduit jusqu'à l'impasse des Tilleuls. Je n'étais pas revenu dans cette rue depuis 6 ans. Le quartier semblait le même, pelouse tondue, boîte aux lettres avec drapeaux américains, pick-up dans les allées, mais plus petit d'une certaine manière. La façon dont les lieux de l'enfance rétrécissent toujours quand on y retourne en tant qu'adulte, portant des mesures différentes. Je me suis garé en face du 4892. Les numéros de maison en laiton étaient ternis. Gérald ne les avait pas polis. Le béton de la terrasse qu'il avait coulé lui-même présentait une longue fissure. La pelouse était tondue, cependant. Bien sûr qu'elle l'était. Gérald laisserait le toit pourrir avant de laisser l'herbe dépasser 2 pouces. Il était dehors, d'ailleurs, poussant une tondeuse en ligne droite, portant la même chemise en flanelle qu'il portait le jour où il a brûlé mes affaires. Il ne m'a pas vu. Je suis sorti de ma voiture. Je me suis tenu sur le trottoir devant la maison sa maison, ma maison et j'ai demandé à une femme promenant son chien de prendre ma photo. Elle a souri et a accepté. Sur la photo, je suis debout devant les numéros en laiton 4892 visibles par-dessus mon épaule gauche. Mon expression est calme, pas souriante, pas en colère, juste présente. J'ai fait imprimer la photo dans un CVS. Au dos, j'ai écrit en lettres capitales soignées, nouveau propriétaire, date d'enregistrement de l'acte, bureau des enregistrements du comté de Montgomery, B. Torton. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche, sans nom à l'extérieur, tout comme celle que ma mère m'avait donnée. J'ai conduit jusqu'à l'impasse des Tilleuls une fois de plus, ouvert la boîte aux lettres au bord du trottoir, placé l'enveloppe à l'intérieur, levé le drapeau rouge, et je suis parti. J'ai attendu un jour. Je voulais qu'il trouve l'enveloppe en premier, qu'il tienne la photo, qu'il lise le dos, qu'il sente le sol bouger avant d'entendre ma voix. Dimanche après-midi, 16h17. J'étais assise sur le sol de ma cuisine, les mains croisées, mon téléphone devant moi. Je l'ai pris et j'ai composé le numéro que je n'avais jamais supprimé. Il a sonné une fois, une seule sonnerie. C'était tout ce qu'il fallait. Bérénice. Sa voix était différente. Plus âgée, plus rugueuse sur les bords, comme du papier de verre trop utilisé. Mais il y avait autre chose dedans. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il sonnait comme un homme qui attendait près du téléphone mais ne l'admettrait jamais. Un homme qui avait gardé le numéro de sa fille enregistré pendant 6 ans sans appeler, parce qu'appeler signifierait que le silence était sa faute. Et admettre sa faute était la seule chose que Gérald Torton ne pouvait pas faire. Vérifie ta boîte aux lettres, dis-je. Puis j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et l'ai fixé un long moment. Mon cœur battait d'une manière qui m'a surprise. Pas de colère, pas de triomphe, mais le sentiment étrange et vertigineux d'achever un circuit qui était resté ouvert pendant 6 ans. Il avait décroché à la première sonnerie. Il aurait pu laisser aller à la messagerie vocale. Il aurait pu attendre 3 sonneries, 4, 5, assez longtemps pour faire semblant de ne pas être impatient. Assez longtemps pour réassembler le Gérald qui n'avait besoin de personne. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait décroché comme un homme tendant la main vers quelque chose qu'il craignait de voir disparaître. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite. Je ne savais pas s'il se mettrait en colère ou pleurerait, ou s'il conduirait jusqu'à mon bureau, ou s'il s'assoirait sur le porche en silence. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Pour la première fois de sa vie, Gérald Torton allait ouvrir un courrier et découvrir que sa fille possédait le toit au-dessus de sa tête. Je n'étais pas là quand il l'a ouvert. Ce que je sais, je l'ai appris plus tard de Madame Delano, qui était assise sur son porche avec un verre de thé glacé et une ligne de vue directe sur la boîte aux lettres de Gérald, parce que Ruth Delano avait 74 ans et avait gagné le droit d'observer son quartier sans s'excuser.
Elle m'a dit que Gérald avait marché jusqu'au trottoir environ 20 minutes après mon appel. Il tenait toujours son téléphone à clapet. Il a ouvert la boîte aux lettres, a sorti l'enveloppe blanche et l'a retournée dans ses mains. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Il l'a déchirée debout dans l'allée. Il a regardé la photo. Ruth a dit qu'il s'était figé, le genre d'immobilité qui n'arrive que lorsque le corps traite quelque chose que l'esprit n'a pas encore assimilé. Il a fixé le recto, puis il l'a retourné et a lu le verso. Ruth a dit que sa main était tombée le long de son corps. L'enveloppe a flotté jusqu'au trottoir. Il s'est assis sur les marches du Porsche avant le même Porsche où il avait l'habitude de s'asseoir avec une Budweiser et de surveiller son domaine. Et il n'a pas bougé pendant 40 minutes. Il n'a pas appelé Patricia. Il n'a pas crié. Il n'est pas entré. Il est resté assis là, tenant la photo dans une main et son téléphone dans l'autre, fixant la pelouse qu'il avait tondue ce matin-là, la pelouse qui appartenait maintenant à sa fille de 23 ans. Ruth m'a dit qu'il m'avait rappelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il est resté assis là comme un homme qui vient d'apprendre que sa propre maison ne connaissait plus son nom. Ruth m'a dit plus tard au téléphone, d'une voix calme et posée, je n'ai rien dit. Ça va, chérie, demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Oui, dis-je. Je crois que oui. Pendant 6 ans, Gérald avait contrôlé qui avait le droit de parler et qui devait rester silencieux. Maintenant, le silence était le sien, et j'étais celle qui avait choisi de ne pas le combler. 2 jours plus tard, Gérald est entré dans les bureaux de Martian Associés Immobilier à 10h15 un mardi matin. J'étais à mon bureau, 2e tasse de café, en train de revoir un contrat de mise en vente pour une propriété sur l'avenue Huffman. Linda était dans son bureau, porte ouverte. 2 autres agents, Marc et Denise, étaient à leur bureau. Un couple de clients était assis dans la zone d'attente, feuilletant un classeur de recherche de maison. La porte s'est ouverte et Gérald est entré comme s'il entrait dans un tribunal. Chemise en flanelle, jean de travail avec une tache de graisse sur le genou gauche, casquette qui lisait Thornton et Fils Auto, le logo d'une entreprise qui avait fermé 3 mois plus tôt. Il avait l'air plus âgé, plus mince au visage, plus lourd sous les yeux, mais sa posture était la même, rigide, autoritaire, la posture d'un homme qui s'attend à ce que les pièces se réorganisent autour de lui. Il a balayé le bureau du regard et m'a trouvé. Bérénice. J'ai levé les yeux de mon bureau. Ma plaque signalétique lui faisait face, Bérénice Thornton, agente brevetée. Gérald, dis-je. Pas papa. Plus maintenant. Il a traversé la pièce en 4 enjambées. Tu crois que c'est drôle? Tu crois pouvoir prendre ma maison? J'ai posé mon stylo. Elle a cessé d'être ta maison quand tu as cessé de payer l'hypothèque il y a 6 mois. La banque a saisi. La vente aux enchères était publique. N'importe qui avec un financement pouvait enchérir. J'avais un financement. J'ai enchéri. J'ai gagné. Tout est enregistré au bureau des enregistrements du comté. C'est ma maison. Sa voix a monté. J'ai construit cette terrasse. J'ai refait ce toit. Et puis tu as emprunté dessus jusqu'à ce qu'il ne reste rien, dis-je. J'ai gardé ma voix égale. Tu as contracté une ligne de crédit immobilier de 85 000 € pour le garage de Gaëtan. Puis un refinancement à retrait de fonds pour 60 000 de plus. Le garage a échoué. Le paiement a cessé. La banque a suivi la procédure. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait, Gérald. C'est quelque chose qui est arrivé à cause des choix que tu as faits. Il se tenait là, respirant bruyamment, les poings serrés sur les côtés. La pièce était silencieuse de la manière dont les pièces le deviennent quand tout le monde prétend ne pas regarder. Linda est sortie de son bureau. Elle était calme, de la manière dont une femme qui a négocié 1200 transactions est calme, inébranlable, mesurée, avec une autorité qui n'a pas besoin de volume. Monsieur, je vais devoir vous demander de baisser la voix. Ceci est un lieu de travail. Gérald s'est tourné vers elle. Vous ne connaissez pas cette fille. Elle a appelé les services sociaux contre son propre père quand elle avait 14 ans. C'est qui vous avez embauché. Linda n'a pas cligné des yeux. Elle m'a regardé. J'ai regardé en retour. J'ai fait un rapport à mon conseiller scolaire, dis-je, parce que tu m'as crié dessus à table. Les services sociaux sont venus parce qu'ils étaient censés venir. Tu n'as été inculpé de rien.
Mais tu t'es assuré que tous les proches que j'avais le sachent, et tu t'en es servi pour m'isoler pendant 3 ans, alors soyons précis sur ce qui s'est passé, Gérald. Le couple de clients regardait ouvertement maintenant. Denise avait la main figée sur son clavier. Marc avait discrètement sorti son téléphone, pas pour enregistrer, mais juste pour le tenir comme un réflexe. Le visage de Gérald s'est contracté. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte. « Je t'ai élevé, dit-il. » Sa voix était plus basse maintenant, mais l'arrêt était toujours là. « Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit. Et c'est ce que j'obtiens. Tu as brûlé tout ce que je possédais dans le jardin, dis-je. Tes vêtements, tes livres, la courte pointe de ma grand-mère. Tu t'es tenu là avec un tuyau d'arrosage pour protéger ta pelouse et tu as laissé 6 ans de ma vie se réduire en cendres. Et ensuite, tu as dit à toute la famille que j'étais ingrate. » J'ai marqué une pause. Chaque personne dans ce bureau écoutait. Tu n'as pas le droit de détruire les biens de quelqu'un et ensuite de te plaindre quand tu perds les tiens à cause de tes propres choix. Gérald m'a fixé. Je pouvais voir la machinerie derrière ses yeux grincés, essayant de trouver l'angle, l'effet de levier, le mot qui inverserait cela vers une réalité qu'il contrôlait. Mais il n'y avait pas d'angle. Il n'y avait pas d'effet de levier. L'acte était enregistré. La vente aux enchères était légale. Les chiffres étaient publics. Tu as 30 jours, dis-je. Délai d'éviction standard selon la loi de l'Ohio. Je ne le raccourcirai pas. Je ne le prolongerai pas 30 jours. Il se tenait au milieu du bureau, entouré de personnes qui savaient maintenant exactement qui il était. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à dire. Il est sorti sans fermer la porte. Vous savez, debout là, dans ce bureau, à le regarder partir, j'ai réalisé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que la maison était une question de pouvoir. Son pouvoir. Il n'a jamais considéré que je ne l'avais pas acheté pour lui prendre quelque chose. Je l'ai acheté parce que je le pouvais. Parce que, il y a 6 ans, je ne pouvais même pas acheter un billet de bus. Et maintenant, je pouvais acheter une maison. La maison se trouvait juste être la sienne. Mais voici ce que je continue de me repasser dans la tête, y a-t-il une différence entre la justice et la vengeance quand la personne ne voit jamais la ligne? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça importe comment vous l'appelez, ou seul le prix que cela vous coûte importe? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Gaëtan m'a appelé 4 jours plus tard. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis mes 17 ans. Bête, il sonnait comme un homme debout dans une pièce où tout brûlait. Et il venait de réaliser que la sortie était verrouillée. Je sais que nous n'avons pas, je veux dire, ça fait. Écoute, papa a besoin d'un endroit où aller. Il lui reste 30 jours, n'est-ce pas? Il me l'a dit. Oui. D'accord. Alors, voilà le truc. Une pause si longue que j'ai pu l'entendre avaler. Je n'ai pas vraiment de place. Kelly et moi sommes dans un 2 pièces à Columbus. C'est serré. Je ne peux pas le prendre. Gaëtan, dis-je. Il a hypothéqué la maison pour ton garage. 85 000 €. Il a refinancé pour 60 000 de plus pour essayer de la maintenir à flot quand elle commençait à couler. Tu le sais, n'est-ce pas? Silence. Il a tout misé sur toi et dis-je. Tout. La maison, son crédit, sa retraite. Il a tout mis dans Thornton et Fils Auto. Et quand le garage a fait faillite, tu as déménagé à Columbus. Ce n'est pas, je ne lui ai pas demandé de le faire. Lui as-tu remboursé? Encore du silence. La réponse était dans le silence. Bête, je ne suis pas. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je n'ai pas dit que tu l'étais, mais je ne suis pas non plus la solution. Tu as eu 22 ans de son soutien. J'ai eu 17 ans de son contrôle. Il t'a donné une entreprise. Il m'a donné un baril de métal et maintenant tu m'appelles pour réparer ce que celui qui l'a choisi n'a pas pu maintenir ensemble. Sa respiration était saccadée. Je ne vends pas la maison, dis-je. Et je ne le laisserai pas y vivre gratuitement. Ce n'est pas ma responsabilité. Si tu veux aider ton père, aide-le. Mais tu n'as pas le droit de me refiler ce travail. J'ai raccroché et je suis resté assise, pensant à l'enseigne.
Torton et fils auto et comment tout l'argent et la foi de la famille étaient allés dans 2 mots sur une enseigne. Et quand l'enseigne s'est éteinte, le fils a continué de conduire. Il avait tout misé sur son fils. Son fils l'a laissé en plan. Gérald a déménagé le 27e jour. Pas d'appel, pas d'adresse de réexpédition. Madame Delano m'a dit l'avoir vu charger un pick-up, un emprunté, pas celui de Gaëtan avec des cartons, un sac de sport et le fauteuil inclinable Lazy Boy. Il est allé chez un cousin de l'autre côté de Dayton. Le trône était venu avec lui. Le royaume, non. J'ai attendu une semaine. Puis j'ai conduit jusqu'au 4892, impasse des Tilleuls, avec un serrurier, un entrepreneur et une malle de sentiments que je n'avais pas encore triés. La maison était plus sombre que je ne m'en souvenais. Gérald l'avait laissée en mauvais état. Tapis taché, robinet de cuisine qui goûtait, un salon qui sentait la Budweiser et le vieux journal. Mais les bases étaient solides. Les murs étaient droits. La fondation n'avait pas craqué, même si l'homme qui vivait dessus l'avait fait. J'ai parcouru chaque pièce en prenant des notes pour l'entrepreneur. Nouveau toit, chauffe-eau, mise à jour de la plomberie dans la salle de bain du couloir, repeindre. C'était un projet, pas un miracle. Le genre de maison dont j'avais appris à voir le potentiel parce que Linda m'avait appris à regarder au-delà de la surface. Puis j'ai atteint la chambre arrière. Mon ancienne chambre, celle que Gérald avait transformée en salle de sport pour Gaëtan. Le banc de musculation était parti. Le miroir était parti. Mais dans le coin, derrière une porte de placard coulissante, il y avait une étagère que Gérald n'avait apparemment pas prise la peine de vider, parce qu'il supposait qu'elle était vide. Elle ne l'était pas. J'ai trouvé une boîte à chaussures Nike, écrasée et poussiéreuse. J'ai retiré le couvercle. À l'intérieur, 3 pages arrachées d'un carnet de croquis, les bords noircis et recroquevillés. Un dessin au fusain des mains d'une femme, les mains de ma grand-mère dessinées de mémoire quand j'avais 16 ans. 2 autres croquis en dessous, à moitié détruits. Et au fond, plié en un petit carré, un morceau de tissu, coton patchwork, brûlé sur les bords, faible odeur de lavande, à peine perceptible, un seul carré de la courte pointe. Gérald était allé dans les cendres. Après que le feu se soit éteint, et que je sois allé dans ma chambre, et que le voisinage ait éteint ses lumières. Il avait sorti ses choses de ce baril de métal. Il les avait gardées dans une boîte à chaussures sur une étagère dans un placard pendant 6 ans. Il ne me l'a jamais dit. Il ne les a jamais utilisées pour s'excuser. Il les gardait simplement, comme il gardait mon numéro de téléphone. Silencieusement, en privé, inutilement. J'ai tenu le carré de tissu et me suis assise sur le sol nu de mon ancienne chambre et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas le pardon, pas la colère, quelque chose entre les deux. Comme trouver une empreinte de main dans le ciment de quelqu'un qui a brisé ta fenêtre. Cela ne changeait pas ce qu'il avait fait, mais cela changeait la forme de ce dont je me souvenais, d'un homme qui ne savait que détruire à un homme qui savait aussi regretter, mais qui choisissait toujours la mauvaise façon de le faire. Patricia m'a appelé 3 jours après que j'ai changé les serrures. Sa voix était différente. Je l'ai remarqué immédiatement. Pas la tension du fil mince que j'avais entendu il y a 6 mois, mais quelque chose de plus proche de l'eau claire. Toujours prudente, toujours silencieuse, mais présente d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Il reste chez Dal, dit-elle. Dal était le cousin de Gérald. Une maison du côté ouest avec un canapé lit et sans question. Il a pris le fauteuil inclinable et 3 cartons. C'est tout. Et toi, demandai-je. Je suis toujours à la maison. Une pause. Ta maison. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques secondes. Bête, veux-tu que je parte? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai fermé les yeux. Je l'ai vu dans le noir il y a 6 ans, me glissant une enveloppe dans la main. 340 €, un acte de naissance, une carte de sécurité sociale, toute la fortune d'une femme qui avait passé 24 ans sous un toit qu'elle ne possédait pas, mariée à un homme qui traitait le silence comme un consentement et l'obéissance comme de l'amour. Veux-tu rester? Demandai-je. Elle s'est mise à pleurer. Pas les pleurs étouffés avec une main sur la bouche qu'elle avait appris dans la maison de Gérald. De vrais pleurs. Le genre qui prend de la place. Le genre que l'on fait quand on réalise qu'on vient de vous donner une porte. Oui, dit-elle. S'il te plaît. Alors reste. 200 € par mois.
Assez pour couvrir les services publics et te donner de la dignité. Je ne te fais pas de charité, maman. Je te donne un bail. 200 €, répéta TL. Je fais réparer le toit le mois prochain. Le plombier vient jeudi. Et maman. J'ai marqué une pause. Son nom n'est sur rien maintenant. Pas l'acte, pas la boîte aux lettres, pas les règles. Elle pleura à nouveau. Mais cette fois, c'était le genre de pleurs qu'on a quand un poids se soulève et que le corps ne sait pas encore être si léger. J'aurais dû faire plus, bête. Je le sais. Tu m'as donné l'enveloppe, maman. C'était suffisant pour commencer. Cette nuit-là, pour la première fois en 24 ans, Patricia Torton a dormi dans une maison où la porte d'entrée était déverrouillée parce que celui qui possédait le verrou était sa fille, et sa fille croyait aux portes qui s'ouvrent de l'intérieur. J'ai passé les 4 week-ends suivants au 4892, impasse des Tilleuls, avec une boîte à outils, un entrepreneur nommé Eddy, qui devait une faveur à Linda, et une obstination que j'avais apparemment héritée de la seule personne que je voulais le moins ressembler. Nous avons enlevé les vieux bardeaux et en avons posé de nouveaux, gris anthracite au lieu du brun délavé de Gérald. J'ai choisi la couleur moi-même, debout dans l'allée de peinture de l'OS pendant 20 minutes, passant mes doigts sur les échantillons. J'ai repeint l'extérieur, blanc doux avec des garnitures bleues ardoises, une palette si différente du beige et du marron de Gérald que la maison avait l'air d'une structure complètement différente vue de la rue, ce qui était le but. Les numéros de maison en laiton sont restés. Je les ai nettoyés cependant. Ils méritaient mieux que la négligence. À l'intérieur, Patricia et moi avons arraché ensemble le tapis taché et avons découvert des planchers de bois franc dessous que Gérald avait recouverts quand ils avaient emménagé parce qu'il n'aimait pas le bruit des pas. Nous les avons poncés et scellés, et la maison s'est remplie de l'odeur du polyuréthane et des nouveaux commencements, qui ne sont pas la même odeur, mais arrivent dans la même saison. J'ai transformé la chambre arrière, la salle de sport, le placard, la pièce qui était autrefois la mienne, en chambre à coucher. Nouvelle peinture, nouveaux rideaux, et sur le mur, dans un simple cadre en chêne derrière une vitre, j'ai accroché le carré de tissu de courte pointe que j'avais trouvé dans la boîte à chaussures, bord brûlé et lavande fanée, préservé. Madame Delano est venue un dimanche avec une jardinière de soucis et 2 sacs de terreau. Nous nous sommes agenouillés dans le jardin ensemble, au même endroit où le baril de métal se tenait, et nous avons planté des fleurs. Orange doré, le genre qui revient chaque année sans qu'on le demande. Il brûlait des choses dans cette cour, dis-je. Ruth a pressé la terre autour d'un semis et a souri. Et toi, tu as planté? Gérald a appelé en octobre. 5 mois après la vente aux enchères, 1 mois après que les soucis aient fleuri. J'étais assise sur le porche avant, mon porche avant, buvant du café et regardant le quartier s'installer dans le genre de calme de début de soirée qui fait que les banlieues de l'Ohio ressemblent à des tableaux. Les arbres de l'impasse des Tilleuls changeaient de couleur. Madame Delano m'a fait signe de son jardin. Patricia était à l'intérieur en train de regarder la télévision. Ce qu'elle voulait, aussi fort qu'elle le voulait. Mon téléphone a vibré. Numéro de Gérald. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries. Puis j'ai répondu, Bérénice. Sa voix était du gravier au loin. Gérald. Une pause si longue que j'ai pu entendre un chien aboyer 2 rues plus loin. Tu as toujours été têtu, dit-il. J'ai toujours été déterminé, répondis-je. Tu appelais ça de l'entêtement parce que ça ne te servait pas. Encore une pause. Je pouvais entendre sa respiration, la respiration lourde et laborieuse d'un homme de 56 ans dont la fierté lui avait coûté cher et dont les poumons n'étaient plus ce qu'ils étaient. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il. C'était la première fois qu'il demandait des nouvelles de Patricia lors d'une conversation avec moi. « Pas ma femme, non. »« Ta mère ?»« Elle va bien, dis-je. Elle est à Ridgewood. Elle est en sécurité. » Il n'a pas répondu à cela. Je ne sais pas s'il pouvait. « Gérald, dis-je. Je ne vais pas prétendre que ce que tu as fait était acceptable. L'incendie, l'isolement, la façon dont tu m'as effacé de la famille. Je ne vais pas prétendre que tout ça n'est pas arrivé. J'ai marqué une pause. Mais je ne vais pas non plus te punir éternellement. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Mais je ne fermerai pas la porte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. C'est une conversation, dis-je. C'est tout ce que c'est pour l'instant. Il resta silencieux un long moment. D'accord, dit-il et il raccrocha.
J'ai posé le téléphone sur le garde-corps du Porsche et j'ai repris mon café. Le ciel était ambré et s'assombrissait. Quelque part à l'intérieur, Patricia riait de quelque chose à la télévision, un son que je n'avais pas entendu d'elle depuis des années, peut-être jamais, et les fenêtres luisaient d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le thermostat. Il avait perdu cette maison de la même manière qu'il m'avait perdu, en refusant de croire que nous pouvions partir. Je suis assise sur le porche à nouveau alors que je vous raconte ceci ce matin, tôt, avant que le voisinage ne se réveille. Café dans une tasse que j'ai achetée dans une friperie, celle avec une anse ébréchée et un imprimé floral délavé qui me rappelle le tissu d'une courte pointe. La pelouse est à moi. Le toit est à moi. Les numéros en laiton qui indiquent 4892 captent le lever du soleil. Et ils sont polis maintenant, parce que certaines choses méritent d'être soignées même si la personne qui les a installées ne savait pas comment le faire. Je n'ai pas acheté cette maison pour me venger. Je l'ai achetée parce que c'était un investissement judicieux. Parce que j'avais les connaissances, le capital et la licence pour prendre la décision. Et parce que, il y a 6 ans, j'étais une jeune fille de 17 ans debout dans cette cour avec rien, regardant tout ce que je possédais se transformer en fumée. Et je m'étais silencieusement promis, sans témoin, que je construirais quelque chose à partir des cendres. Je ne savais juste pas que ce quelque chose serait aussi littéral. S'il y a une leçon, ce n'est pas celle à laquelle on s'attend. Ce n'est pas « travail dur et tu leur prouveras ». Ce n'est pas « la meilleure vengeance et le succès ». C'est plus simple et plus difficile que ça. Ma grand-mère a cousu cette courte pointe pendant 3 hivers. Elle coupait le tissu, choisissait les motifs, enfilait les aiguilles et s'asseyait dans son fauteuil nuit après nuit, fabriquant quelque chose qui tenait chaud parce qu'elle voulait que j'aie chaud. Cela demandait de la patience. Cela demandait des mains. Cela demandait du temps. Elle ne savait pas qu'elle manquait de temps. J'ai tout perdu et je l'ai reconstruit en 6 ans. Les deux ont été faits à la main. Si vous êtes dans votre première année, l'année où tout n'est que cendre et où vous vous tenez dans une course sans rien, je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Mais personne ne viendra vous chercher. Vous devez grimper vous-même par la fenêtre. L'enveloppe aide, mais la marche vous appartient.